de notre conférence dédiée au diagnostic de l'état de santé de la batterie de traction, donc pour les véhicules électriques, pour les véhicules 100% électriques ou hybrides rechargeables, voire hybrides. On a aussi des batteries électriques. Bon, donc on va pas être raciste, on va toutes les prendre et on va toutes les traiter. Voilà. Donc merci d'être présent en ce premier jour d'Equipoto sur l'Equipoto Arena. C'est un espace d'information, pas de formation, mais d'information et d'analyse de marché aussi, de réflexion sur les grands sujets. Et puis, il y a aussi, comme c'est le cas tout de suite, des conférences très concrètes sur des questions d'actualité pour les ateliers. Diagnostiquer l'état de santé d'une batterie de traction, c'est une actualité pour aujourd'hui et pour demain. Donc merci à mes intervenants d'être là, à vous les intervenants d'être là. De gauche à droite, en regardant la scène, Jérémy Noireau, Révolte e-Garage. Vous nous direz pourquoi vous êtes révolté. Je vous poserai la question. À côté de vous, Bosch Aftermarket France, Vincent Brochoir. Avant, chez Bosch, on était en rouge. Maintenant, on est en vert. Pourquoi ? Parce qu'on dépollue à fond. Responsable des formations. À côté de vous, Régis Bodin, responsable pédagogique de DAF Conseil, organisme de formation bien connu dans la profession. À côté de vous, Benoît Bollinet, vous êtes directeur général France, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, de Maha, donc équipementier bien connu, enfin matériel de garage, équipement d'atelier. Et à côté de vous, enfin, Valentin Reynès, vous êtes spécialiste batterie chez GPA. Je vais vous donner le micro en premier avant de rentrer dans le vif du sujet. Dites-nous, prenez chacun un micro, dites-nous ce qu'est GPA. Tout le monde ne connaît pas. Ouais, alors GPA, c'est un centre de recyclage de véhicules. Ouais. Grossièrement, c'est une casse qui est organisée sur. Si votre patron lui disait ça, il dirait ah non, c'est un centre VHU. C'est un centre VHU. On a 3 sites en France pour un volume d'environ 40-50 000 véhicules par an. D'accord. Qui circulent sur l'ensemble de nos sites. Et en particulier, on gère depuis peu beaucoup de véhicules, ce qu'on appelle chez nous électrifiés, qui est donc hybride, rechargeable ou non, et véhicules électriques. Je vous pose la question en premier parce que c'est très intéressant. Quand un véhicule est choqué et est économiquement irréparable ou réparation supérieure à la valeur, il est envoyé par l'assureur chez vous. Vous avez beaucoup de véhicules à assurance. Combien sur 100 véhicules que vous récupérez, combien de véhicules électrifiés avez-vous ? Aujourd'hui, les véhicules électrifiés, ça représente, suivant les semaines, ça varie entre 4 et 6-7% de nos entrées. Ça commence à rentrer déjà. Ouais. D'accord. En termes de volume, en fait, on a un effet de part de véhicules électrifiés dans notre mix produit qui est de plus en plus importante, et on a de plus en plus de véhicules en général, et donc on double le nombre de véhicules électrifiés qu'on traite à peu près tous les 18 mois. D'accord, donc effectivement, ça commence à... Ça augmente très vite. On l'expliquait tout à l'heure dans les conférences précédentes, hein, le parc automobile, c'est 97% de véhicules thermiques. À l'intérieur, il y a 6% d'hybrides et on rajoute 3% de véhicules hybrides rechargeables ou électriques 100% à batterie. Hein. C'est bien ça, vous vous confirmez, Jérémy Noireau de Révolte e-Garage. Je vous pose une question. Pourquoi Révolte e-Garage ? Et on va venir à notre sujet après. Mais Révolte e-Garage, vous avez eu une idée saugrenue il y a quelques années qui n'était pas tant que ça finalement. Oui, en fait, l'idée part d'un constat. Mettez le micro plus près. Ouais. L'idée part d'un constat, c'est que les véhicules, surtout électriques, mais d'une manière générale, ne durent pas assez longtemps. Et donc, avec la transition énergétique et en passant aux véhicules électriques, on sait qu'ils ont une dette carbone dès leur conception. Et donc nous, on veut s'atteler à les faire durer le plus longtemps possible pour faire en sorte que la transition ait le moins d'impact possible. Donc vous êtes comme un réparateur au départ qui s'est intéressé au diagnostic et à la réparation des véhicules électriques. Tout à fait, ouais. Donc, alors, dès le début, on s'est attaqué en fait à tous les pans spécifiques d'un véhicule électrique. Donc à la fois le chargeur, l'inverter, donc toutes les parties électroniques de puissance qu'il n'y a pas dans un véhicule thermique. Et aussi la batterie qui fait partie de la plus grosse pièce et celle qui focalise tous les regards. C'est la pièce qui a le plus de valeur marchande. Je vais vous montrer quelque chose d'ailleurs pour qu'on rentre bien dans le sujet. C'est une étude qui a été réalisée par Sécurité Réparation Automobile, SRA, sur justement les batteries des véhicules électriques et hybrides. Alors, je vais vous passer tous les détails, mais je vais arriver au fait. Vous voyez par exemple pour une Dacia Spring, quand on veut
remplacer une batterie sur une Dacia Spring qui vaut pas trop cher, qui vaut 18 900 € à l'achat. Le coût de la batterie, c'est 11 400 €. Pas en réparation, en remplacement. Si on prend la Renault 5 e-Tech, elle vaut 33 490 €. Alors ça, c'est la version haut de gamme, on est d'accord. Et la batterie, elle vaut 14 600 €, soit 44% du prix de la voiture. Et on égrène comme ça tout un tas de voitures. Là, une Fiat 500, la batterie vaut 47% du tarif de la voiture. Une Mini Cooper électrique, 69%. Chez Mini, on n'a pas oublié de tarifer. Voilà. Une Peugeot 208, 43%. Voilà, etc., etc., etc. Il vaut mieux la réparer. Il vaut mieux savoir la diagnostiquer. Comment est-ce qu'on diagnostique une batterie de véhicule électrique? Alors, il y a plusieurs moyens. Bon, ça se passe Je via passe les prix, je vais jusqu'au bout. On peut retirer la présentation parce que c'est déprimant. Non, il y a des solutions qui existent justement de réparer pour éviter d'atteindre des coûts aussi élevés. Alors, pour diagnostiquer la batterie, donc, on commence par le port OBD. Là, le port OBD, ouais, et il y a donc avec un outil de diag classique. outil de diagnostic classique. D'accord. Bon, il y a plusieurs valeurs à prendre en compte. La première, c'est le SOH qui est remonté directement par la batterie. Alors ça, c'est l'état de santé, state of health. Voilà, on a l'état de santé. Et ensuite, il y a toutes les autres valeurs, donc les paramètres de la batterie, tension des cellules. Des fois, il est aussi nécessaire de faire un test routier pour pouvoir s'assurer et déceler les cellules fatiguées. Et puis, il y a deux choses à différencier lors des diagnostics. C'est d'un côté un diagnostic de santé qui va permettre de déterminer l'état de santé d'une batterie, son usure d'une manière globale, mais aussi une batterie qui va être défectueuse. C'est-à-dire qu'une perte d'autonomie, ça peut être lié soit parce que la batterie est vraiment dans son ensemble trop vieille, soit parce qu'il y a une seule cellule au milieu du pack qui commence à être fatiguée. D'accord. Vincent Brochoir, responsable des formations chez Bosch. On va vous passer le micro. Voilà. Il n'y a pas assez de micros pour le nombre d'intervenants. Comment est-ce que chez Bosch, vous diagnostiquez? Donc, c'est un outil, c'est la gamme KTS, Exactement. qui aujourd'hui a suffisamment d'informations en provenance des constructeurs pour avoir des valeurs clés et diagnostiquer un état de santé de batterie? Oui, dans le principe, on va utiliser un outil de En diagnostic. rapprochant le micro, Pardon. bien sûr. Dans le principe, c'est exactement ça. On va utiliser un outil de diagnostic KTS pour pouvoir aller interroger le calculateur, le BMS, fameux BMS de notre batterie. Le Exactement. battery management system. Exactement. Alors, quelquefois, il peut y avoir même plusieurs BMS dans un seul même pack batterie. Et pour ça, on a besoin de cet outil de diagnostic qui va nous remonter cette fameuse information, SOH, pour pouvoir aller ensuite rentrer dans notre batterie et essayer de faire des mesures pour savoir quelle cellule, quel module peut être endommagé en fait. Vous pouvez rentrer. Alors attendez, vous dites cellules et modules, c'est pas pareil. C'est deux petites choses différentes. Alors dites-nous, est-ce qu'on peut. Alors on peut aller dans l'analyse, donc la mesure d'un module. C'est exact. Et est-ce qu'à l'intérieur d'un module, on peut mesurer s'il y a une seule cellule défectueuse? C'est exactement ça. On le fait aussi. Très bonne rhétorique. Ouais, très bien. C'est exactement ça. En fait, un module est composé de plusieurs cellules montées ensemble, en série, en parallèle, et chaque module ensuite peut être monté en série ou en parallèle lui aussi. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des BMS gérant des modules qui eux-mêmes sont gérés par un autre BMS. Ça complexifie beaucoup les choses, oui. Benoît Bolinet chez Maha France, même chose. L'outil de diag permet de rentrer et de diagnostiquer de la même manière? Alors ça dépend de quel outil vous parlez, puisqu'on propose aujourd'hui sur le salon deux innovations. On parle à la fois du Battery Watch et du Battery Check. Donc ce sont deux solutions différentes. Oui, pardon, c'est pas des outils de diag, c'est autre chose. Voilà. Le Battery Check va s'apparenter à ce qui vient d'être dit par mes confrères. Donc on est exactement dans la même logique. Et si j'explique le produit, je vais être un peu redondant par rapport à ce qui a déjà été dit. On est exactement dans la même philosophie. Le Battery Watch, par contre, est une innovation qui nous paraît indispensable, puisque l'arrivée des véhicules électriques ouvre une nouvelle problématique sur les véhicules qui sont accidentés, notamment qui reviennent en atelier. Moi, je roule encore en véhicule thermique et j'ai eu différentes marques de voitures. Il y a un point commun. Quelle que soit la marque, quel que soit l'endroit où nous sommes situés en France, quand on arrive dans un garage, dans un atelier, c'est compliqué de trouver une place pour stationner son véhicule. Je ne parle pas de véhicule accidenté, je parle juste de trouver une simple place de stationnement. Aujourd'hui, quand un véhicule électrique est ramené dans un atelier, les assureurs demandent en fait de garder un périmètre de sécurité autour du véhicule, oui, pour éviter le risque d'incendie et de propagation à l'ensemble du parc ou au pire encore du bâtiment. Le Battery Watch, en fait, sa fonction,
c'est de sécuriser le véhicule. Donc on va brancher le système sur la batterie du véhicule. On va contrôler en temps réel sa température. On va permettre de maintenir la circulation du liquide et donc d'éviter le risque d'emballement, puisqu'au-delà de 60 jusqu'à 100 degrés, on a un vrai risque d'emballement sur les batteries. Et là, catastrophe, il y a le feu et tout le monde panique. Voilà. Vous misez sur la sécurité effectivement des batteries haute tension lorsqu'elles sont dans l'atelier. Hein. Voilà, c'est ça. On n'est pas sur le diagnostic, on est sur ce qui vient. Alors, si on parle de battery watch, on est clairement sur l'aspect sécuritaire, effectivement. Voilà. Dès l'accident, j'ai un accident sur l'autoroute, le dépanneur doit venir remorquer mon véhicule. À quel moment peut-il savoir aujourd'hui, puisque l'électronique est défectueuse, j'ai eu un choc conséquent. C'est l'électronique aujourd'hui du véhicule qui va gérer la batterie et la température de la batterie. On considère que j'ai fait un accident, malheureusement. Personne aujourd'hui ne peut savoir dans quel état est ma batterie et s'il y a un risque d'incendie imminent ou non. Donc avec le Battery Watch, on pourrait déjà sécuriser le dépanneur qui va intervenir. On pourrait aider les pompiers aussi à se sécuriser et on pourrait aider évidemment tous les ateliers de France ou de Navarre de protéger leur site et d'éviter l'emballement. Oui, parce qu'effectivement, je mets un peu la charrue avant les bœufs. Excusez-moi, j'aurais dû parler de tout ce qui est habilitation. Régis Baudin, avant de diagnostiquer une batterie, il faut être habilité, il faut être en sécurité, il faut mettre en sécurité le véhicule et les collaborateurs. Tout à fait. Rappelez-nous un peu ça. Alors, il y a toute une batterie d'habilitation électrique aujourd'hui dans le monde de l'automobile. Hein. Donc, un véhicule accidenté, un dépanneur doit posséder un titre d'habilitation B2 XL, dépannage remorquage. Ça, c'est le dépanneur. Voilà, pour prendre en charge ces véhicules accidentés. Dans le cas d'une intervention en atelier où il faut mettre en sécurité le véhicule pour une intervention autant mécanique qu'électrique, en fait, en fonction de la carrosserie, par exemple, ou remplacement d'une pièce électrique comme un compresseur de climatisation, là, il est nécessaire d'avoir une habilitation BCL pour justement couper la haute tension de la voiture. Et ensuite, pour intervenir sur ces pièces haute tension qui sont certes qui ne sont plus alimentées, il faut une habilitation B2VL, c'est les titres qu'on a dans l'automobile, pour justement intervenir sur ces pièces électriques. D'accord. Et à côté de ça, pour intervenir de façon plus classique dans l'entretien, la maintenance d'un véhicule, il y a un premier niveau d'habilitation qui s'appelle B0L, hein, qui est là pour justement sécuriser l'ensemble des personnels pour travailler sur toutes les prestations dites mécaniques de ces voitures hybrides ou électriques. Et il y a des équipements de protection individuelle aussi. Voilà. Alors bien évidemment, à partir du moment où on consigne une voiture, donc on la met hors tension, ça se fait avec des EPI, donc des gants isolants, des surgants en cuir, des gants composites, enfin, et une visière, et après de l'outillage pour pouvoir travailler. Ouais. Orange de couleur, non? Alors souvent la couleur orange est un indicateur pour dire que c'est une pièce électrique, mais c'est surtout la norme qui va être affiliée à cette pièce qui est capitale, quoi. Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire, si on reprend avec vous Vincent Brochoir, rentrer dans le SOH, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire après quand on est dans l'atelier? Est-ce qu'on peut, dans un atelier classique de réparation, intervenir aujourd'hui sur une batterie? Oui, c'est exactement ça. Donc on peut commencer à le faire. On peut aujourd'hui commencer à le faire. Je pense qu'il y a une peur quand même. Alors, la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une batterie, c'est dangereux. La plupart du temps, une batterie, on peut monter juste de 700, 800 volts continu, on meurt. Donc là, il faut prendre ça en considération. C'est pour ça, comme l'a très bien souligné mon confrère, on a absolument besoin d'avoir des certifications, des habilitations, et les EPI. Bien sûr, des EPI, des EPC et tout ce qui s'ensuit, des recyclages par rapport à ça, pour pouvoir intervenir et changer des éléments directement dans le pack batterie. Pour changer un module, pour aller plus loin, pour changer une cellule, pourquoi pas. Dès qu'on ouvre un pack batterie, on s'expose à la haute tension, on est d'accord. Exactement. Donc là, c'est habilitation B2TL. B2TL, effectivement, très spécifique. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir qu'en France, pour aller un tout petit peu plus loin, il est interdit de travailler sous tension en France à la base. Sauf, et après, c'est là justement que toutes ces choses se mettent en place. Le garage va devoir s'adapter donc à mettre des balises pour modéliser où se trouve le danger au niveau du véhicule. Il y aura plein de choses comme ça, en plus des EPI ou des EPC, bien sûr. OK. Chez GPA aujourd'hui, donc... c'était pas Marc Jolivet, il faut que je reprenne votre nom, pardon, Jérémy, pardon, c'est pas Jérémy, Valentin Rennes, j'y arrive.
Vous récupérez donc les véhicules après accident, donc ils deviennent à l'état de déchets juridiquement, hein, on est d'accord. Vous les récupérez. Non, pas exactement. Pas tout à fait. Attendez, alors. Non. Quand on récupère un véhicule, nous, on va récupérer un véhicule accidenté. Oui. Il ne passe déchet qu'à partir du moment où il sort de notre usine. Ok. Il sort du démontage. Avant démontage, c'est encore un véhicule. Je vais trop vite, alors effectivement, c'est pas tout de suite un déchet. Alors on parle de sécurité. Comment est-ce que vous évaluez en tant que centre VHU si la batterie a une valeur? Vous faites pareil que ce que disait Revolt e-Garage, donc ou Bosch. Alors, il faut faire un diagnostic. Même chose. On a plusieurs étapes dans notre processus de gestion. Déjà, quand un véhicule il va arriver chez nous, il va être consigné systématiquement. On a des véhicules qui ne peuvent pas être consignés parce qu'on va avoir des véhicules qui sont soit très accidentés, soit brûlés, soit voilà. Ces véhicules-là, on va les mettre à l'écart et de fait, on va considérer que la batterie n'a pas de valeur sauf à la matière. D'accord. Voilà. Sauf la valorisation matière. En gros. Voilà, Ouais, c'est ça. Ouais. Et sur le reste des véhicules, en fonction, ça va être du kilométrage, de la typologie d'accident, de l'état de la batterie en elle-même, parce que avant l'accident, le conducteur a pu, je sais pas, rouler sur un trottoir, abîmer la batterie, ce genre de choses. Et en fonction de tous ces éléments-là, plus un diagnostic électronique qu'on va faire juste avant de démonter la batterie, on va déterminer un peu si la batterie est... On n'a pas vraiment d'échelle de valeur chez nous parce qu'on a un seuil de qualité unique. Donc, on va décider si la batterie, on peut la vendre ou non. Et à partir de là, on a une tarification qui est identique pour tous les exemplaires de chaque modèle de batterie. Donc vous faites un SOH avec un outil de diag. Oui. Vous êtes équipé de tous les outils de diag du marché? Non, on a un outil multimarque. Vous avez un outil multimarque? Ouais. De quelle marque? Hôtel. Ah, ouh, aïe, aïe. Personne n'est parfait, hein. Personne n'est parfait. Ok. Et la batterie, donc une fois que vous l'avez diagnostiquée, est-ce que, en tant que centre VHU, vous avez l'ambition d'intervenir dessus, de démonter des éléments, d'en faire un marché de la pièce, Alors, par exemple? on le fait déjà. Ouais. Chez GPA, on a 5-6 personnes habilitées B2TL, dont j'en fais partie. Vous n'êtes toujours pas mort. Félicitations. A priori, non. L'humour noir, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et c'est là, je vais un peu à contresens de Monsieur Brochoir, c'est que le plus gros risque, en tout cas chez nous, le plus gros risque avec une batterie, c'est pas le risque électrique, c'est le risque d'incendie. Parce que donc là, on en vient aux batteries check aussi de Maha, qui est très utile pour ça. Battery watch. Pourquoi je disais... Excusez-moi. Parce qu'au vu des Battery volumes watch. qu'on a, à tout instant, on va avoir à peu près 6 mois de stock de batteries sur site, ce qui représente entre 3 et 400 batteries. Donc vous avez de quoi mettre un joli incendie dans tout ça. On a de quoi. Et sur ces batteries-là, on va soit les vendre entières pour de la remplacement. Typiquement, c'est ce qu'on fait quand on travaille avec Revolt. Vous travaillez ensemble déjà. Ouais. Oui. Un petit peu, oui. On va pouvoir vendre. On a déjà fait de démonter des batteries pour vendre des modules, par exemple à des fabricants de systèmes de stockage stationnaire. Ok, oui, d'accord. Pas dans l'automobile pour l'instant. Pas pour l'automobile pour l'instant. On l'a déjà D'accord. fait à des fins de recherche également. Des constructeurs, des fabricants qui cherchaient des modules vieillis pour évaluer le vieillissement de leurs produits. D'accord. Ce Ma genre question de choses. derrière, c'est il n'y a pas encore de pièces de réemploi sur les modules de batterie de véhicules électriques. Pas encore, non. Ça viendra? Ça viendra, oui. Mais on pense que la plupart des pièces qu'on va vendre, ce ne seront pas des modules. Ce ne sera pas des accumulateurs, ce sera plutôt de l'électronique, du câblage, du carter. De l'onduleur? L'onduleur, oui, mais en général, c'est en dehors de la batterie. Ouais. Mais au niveau vraiment des pièces batterie, on pense qu'on va plutôt vendre du capteur, du calculateur, du câblage, donc faisceau haute tension, faisceau basse tension, et du carter. Voilà. Régis Baudin, on en vient maintenant au sujet de ce qu'on peut remplacer quand la batterie a été diagnostiquée. Est-ce que vous avez suffisamment de recul chez DAF Conseil pour expliquer ce qui tombe en panne? Je poserai la même question à Revolt e-Garage évidemment, et ce sur quoi on peut réellement, ce que l'on peut remplacer. Alors, ce qui tombe en panne, ça a déjà été dit, en fait. C'est principalement les boîtiers électroniques, les BMS. Le système de refroidissement, quand il y en a un, non Alors, le système de refroidissement, il peut être en partie extérieur ou interne à la batterie. Donc, interne dans la batterie, c'est plutôt des fuites qui vont potentiellement arriver. À l'extérieur, c'est des pompes à eau électrique avec des refroidisseurs. Donc, ça se diagnostique assez simplement sans forcément entrer dans la batterie.
Les pièces qui vont tomber en panne, bah, ça a été un peu édité. Voilà, les batteries, les cellules qui vont vieillir avec le temps, donc l'usure calendaire. Donc là, il faut être capable de diagnostiquer ça parce que c'est ce qu'on expliquait en fait. Une batterie qui a un certain nombre d'années, qui est usée par le temps, il n'y a pas d'intérêt de changer des modules. Là, il vaut plutôt prévoir, comme ça se fait, de remplacer le pack par un pack en meilleur état pour repartir sur une base saine pour le client. À côté de ça, dans certains cas, pour des voitures plus récentes, il est intéressant de pouvoir analyser qu'il n'y a pas un module ou une cellule ou deux qui sont défectueuses. Et à partir de là, de changer peut-être que ces éléments-là, plutôt que de remplacer un pack complet qui sera même en échange réparation beaucoup plus cher que changer un module ou une ou deux cellules à l'intérieur de ce bloc-là. Jérémy Noireau, qu'est-ce que vous voyez chez vous, chez Revolt? Côté batterie, on voit de tout, en type de panne aussi, donc à la fois les pannes de connectique, des pannes électroniques, et puis les pannes de chimie dans la cellule, donc vieillissement. Après, derrière, on répare... On voit de tout. Alors attendez, c'est rassurant pour un réparateur. C'est-à-dire que finalement, le véhicule électrique, on dit que ça ne s'entretient pas, ça ne se répare pas, mais il y a des pannes, quoi. Il y a des... Comme tous les systèmes, effectivement, ça finit par tomber en Je panne. crois qu'il faut le dire très fortement. Parce que ça tombe en panne ou que ça se répare? les deux. Je crois que enfin, c'est votre raison d'être en réalité. Donc alors, on disait, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a de tout. Voilà. Oui, il y a à la fois donc les pannes électroniques. Et donc, dans ce cas-là, il y a certaines batteries où il suffit qu'il y ait juste un composant défectueux dans le pack batterie pour que la batterie soit rendue inopérante. Donc, le BMS stoppe tout. Et pour d'autres packs, on fait aussi du préventif, c'est-à-dire qu'on va réparer systématiquement tous les points de faiblesse identifiés, donc sur l'électronique, sur chaque module, mais aussi contrôler les points de connectique, remplacer quelques composants, ce qui fait que quand le pack il est passé entre nos mains, il est arrivé pour une panne qui a été identifiée, d'ailleurs qui est identifiée avant le véhicule, c'est-à-dire qu'avant d'ouvrir un pack batterie, on sait exactement qu'est-ce qu'on va trouver dedans et l'intervention qu'on va réaliser. Et l'objectif, c'est quand le pack il sort de chez nous, il est reparti pour une nouvelle vie. Alors, je sais que vous faites de la formation auprès des réparateurs. Vous avez créé un club de réparateurs. Donc, ça veut dire que vous souhaitez démocratiser, enfin, vous le faites, vous démocratisez la réparation, la maintenance des batteries, des véhicules électriques. Voilà, c'est ça. On a Pas seulement de la batterie. Oui, on a lancé le réseau des garages branchés. Les garages branchés, qui permet à tout garagiste de venir donc à la fois se former, mais aussi trouver un accompagnement pour diagnostiquer les pannes et trouver des solutions de réparation. Et pour ce qui est de la formation, donc on a une académie en interne et on s'est rapidement rendu compte que les habilitations, ça préparait pour le risque électrique. C'est-à-dire qu'on est capable d'identifier le risque où il se situe quand on ouvre une batterie. Mais par contre, ça n'apprend pas à travailler dans la batterie. Ça n'apprend pas les gestes métiers. Et c'est pour ça qu'on a créé des formations donc, à la fois en interne pour former, on les appelle les batterinos, nous, ceux qui interviennent dans les batteries. Donc à la fois pour les former en interne, mais aussi pour former en externe à travailler, à réparer dans une batterie, à apprendre tous les gestes et à savoir comment intervenir dedans. Pour quelqu'un, pour un réparateur mécanique classique, qu'est-ce que ça change d'intervenir dans une batterie? Vous dites les gestes métiers. Alors, il y a beaucoup... C'est comme un électricien? On s'en rapproche un petit peu, mais il y a un mix des deux. C'est-à-dire qu'une connexion électrique, donc on prend un bus bar, une cosse ou un câble, bon, il y a toujours une vis, un boulon derrière. Pour un mécanicien, lui, la base, c'est qu'il le voit vraiment comme une liaison mécanique. Or, il faut la traiter comme une liaison électrique avec l'importance de la qualité du contact et toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc c'est le retour du métier d'électricien auto. On peut le dire? En quelque sorte. En quelque sorte, oui. Parce que ça a existé, il y a longtemps. Avec la particularité qu'on travaille en permanence sous tension. Donc ça, c'est à garder à l'esprit. C'est la différence. Ouais. C'est la différence. Ouais. Benoît Bollinet, on n'a pas parlé du battery check, alors je vous laisse nous en dire quelques mots. Le battery check, en fait, sa fonctionnalité, c'est de tester effectivement l'état de la batterie d'un véhicule d'occasion, donc soit pour un garagiste au moment d'une reprise de véhicule, soit pour rassurer le client final au moment où il veut acheter un véhicule d'occasion. Voilà. Le véhicule électrique a démarré très lentement, ça reste encore un marché marginal aujourd'hui, même s'il a tendance à croître. Néanmoins, le marché de l'occasion arrive. C'est quelque chose qui arrive. Et une des problématiques aujourd'hui pour l'acheteur potentiel, c'est de savoir dans quel état est la batterie. Donc, il a beau avoir confiance dans le vendeur, dans le garagiste X, Y ou Z, il y a un moment, il a besoin d'être rassuré. Et vous l'avez montré tout à l'heure sur quelques écrans, oui. La conséquence d'une batterie défectueuse, elle est très importante si on la rapporte au prix du véhicule. Ouais. Voilà.
Donc il est fondamental pour le client final d'être rassuré par rapport à ça. Il est également fondamental pour le garagiste en amont, au moment où il reprend le véhicule, de se couvrir lui-même et de se sécuriser lui-même. Donc l'objectif du battery check, effectivement, c'est de faire ce test-là et de donner un certificat qui soit indépendant, parce qu'il y a des marques de véhicules qui permettent également d'avoir accès à cette fonctionnalité-là. Mais C'est le SOH, on est d'accord. exactement, hein, tout à fait. ça. Mais alors certains le font, d'autres le font pas. Ils le font pas tous avec les mêmes méthodes, ce sont pas les mêmes calculs, etc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une solution qui soit indépendante, qui soit certifiée. Il y a derrière des algorithmes et tout un système qui est mis en œuvre, et de pouvoir remettre effectivement un certificat clair, simple, compréhensible du plus grand nombre, et qui permette très, très rapidement de savoir quel est l'état. Exactement comme on le ferait entre guillemets sur un téléphone, ou quand on a un téléphone qui est neuf, on va le charger tous les 3 jours. Quand il est un peu plus âgé, on va le charger tous les jours. Et puis quand il est vieux, on va le charger 2 fois par jour. Ben moi, quand j'achète une voiture d'occasion électrique, j'ai envie effectivement de savoir si ma batterie potentiellement est en bon état ou pas, parce que derrière le risque est énorme, le risque financier. En fait, là, on ne parle pas de sécurité, mais on parle d'argent. C'est pas rien. Et là, vous ciblez le marché du véhicule d'occasion, donc on parle bien de commercialisation d'un service en même temps qu'un véhicule, mais est-ce qu'on a prévente, enfin, est-ce qu'un réparateur peut aussi commercialiser un battery check, à votre avis, à l'occasion d'une entrée atelier toute simple? Pourquoi pas? C'est de la prestation complémentaire, C'est de c'est la un prestation service qu'on apporte au complémentaire, client. Alors, on l'apporte gratuitement ou on l'apporte via une tarification. Ça, c'est la politique commerciale de chacun. C'est quelque chose qui est également tout à fait envisageable, bien sûr. Régis Baudin, quand on parle de commercialisation, c'est-à-dire, évidemment, un réparateur, il est là pour faire du business, à facturer des heures et des pièces. Bon, en ce qui concerne la batterie, on évite pour l'instant les pièces, mais on veut intégrer progressivement le véhicule électrique dans des prestations ateliers classiques. Simplement, il y a plusieurs cas, hein. Il y a l'usure, il y a la défectuosité, et les réparateurs ont souvent un peu... savent pas trop comment facturer tout ça. Quels conseils on leur donne? Ah bah là, il faut se former. Il faut se former pour connaître la technologie. Sans connaissance de comment ça marche, un pack de batterie, franchement, on a parlé de cellules en parallèle, les différentes solutions qui existent dans les packs de batterie. Chaque constructeur va mettre des cellules cylindriques, des push, des prismatiques. Déjà, Donc, rien que pour connaître les différentes familles, c'est déjà compliqué, je crois, hein. Voilà. Compliqué, c'est toujours la même chose. Quand on ne sait pas, forcément, on est devant un mur. Ouais, Une fois qu'on a appris, c'est des choses qui sont assez standards chez l'ensemble des constructeurs. Ah oui, vous dites quand même c'est assez standard. Oui, voilà. Aujourd'hui, les 3 principales technologies, voilà, elles sont là. Après, elles changent, elles évoluent en permanence parce que Donc vous c'est une pouvez les technologie. répéter. Donc cylindrique, Ouais. prismatique Ouais. et push, Et push. Voilà. D'accord. Alors, cylindrique, Tesla, par exemple. Ouais, tout à fait. prismatique, Prismatique BMW, pas mal. d'accord. Et push, Push, les vous trouvez Chinois, ça BYD. chez Kia, par exemple. BYD, non BYD, en push aussi. BID, je sais pas. On pas a sûr. Kia Soul. Kia Soul, voilà. Kia Soul, par exemple, d'accord. Oui, je confirme, j'ai une Kia Soul. Ah, bah, très bien, ok. Est-ce qu'on intervient de la même manière sur les 3 catégories de cellules? Oui, on les remplace. Alors, on les diagnostique. On les diagnostique, Donc, on bien diagnostique quelle est l'anomalie il y a sur le pack. Donc, est-ce que c'est une perte d'autonomie due à l'usure ou une perte d'autonomie à une cellule ou à un module qui est défectueux? Et une fois que ça c'est diagnostiqué, on le fait à travers le prise de OBD, l'outil diagnostic. Et ensuite, il faudra démonter le pack. Donc, d'où là interviennent les habilitations qui vont bien. D'accord. Et ensuite, aller vérifier électriquement ces modules, puisque l'outil diagnostic nous a certainement localisé le module 24 et le module 47, ou la cellule 92 et la cellule 29. Mais après, il faut aller vraiment physiquement mesurer ces cellules défectueuses pour savoir si elles sont changeables individuellement ou s'il faut plutôt intégrer ça dans un module qui sera peut-être plus facile et plus fiable à l'avenir. Vincent Brochoir, avec quel type d'équipement on peut mesurer les cellules 29 et 47? Dans la continuité de ce qui vient de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va prendre du matériel spécifique, dans un premier temps pour charger, décharger des modules qui risquent d'être défectueux, pour pouvoir essayer de prolonger la vie de ce module ou de cette cellule. Si ça ne suffit pas ou si on a besoin de la remplacer, après on a besoin de faire ce qu'on appelle une balance, c'est-à-dire qu'on va équilibrer exactement chaque cellule, chaque module entre eux, pour pouvoir ensuite tout remonter l'ensemble
avec un système de charge un peu complexe, mais voilà, on a besoin de charger, décharger. Ce pack, on a besoin de le refermer, et une fois qu'il est refermé, on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on va vérifier l'étanchéité pour savoir si le refroidissement va bien se passer, ou des choses comme ça, quoi. Donc en fait, on a besoin de différents outils pour rentrer ce coup-ci, faire notre diagnostic sur la batterie en elle-même. C'est long d'intervenir sur une batterie. On a l'impression que c'est un peu long quand même, hein. C'est très long. C'est très long si on respecte chaque étape. Les étapes de diagnostic, ça peut aller vite. Oui. Oui, avec les outils de diagnostic comme on peut connaître aujourd'hui, un KTS ou autre, bien sûr, le diagnostic, on va lire. Si le BMS remonte l'information, je dirais, on va avoir le numéro de cellule ou de module qui ne va pas. Et on peut intervenir directement dessus. Mais après, lorsqu'on va aller faire des mesures sur le module ou la cellule en elle-même, là, on va faire une mesure il y a des mesures de température, des mesures de tension, vérification des systèmes de charge. Voilà, exactement, l'intensité de charge, de décharge. Il y a La note, la cathode, la vérification des... Tout est vérifié sur l'ensemble de la cellule. Ouais, ça, ce sont des gros outils, ça. Oui, alors on en vient aux méthodologies de réparation. Est-ce qu'elles sont... je vous passe la parole, Jérémy Noireau, pour Revolti Garage. Est-ce qu'elles sont disponibles, les méthodologies de réparation, venant des constructeurs aujourd'hui? Très disparates. Il y a des constructeurs qui donnent tout sur la table, où là, c'est très simple. À la fois, ils fournissent... Comme qui, par exemple? On va citer les bons élèves. Ah, délicat. Ça dépend parce que... Non, délicat. Délicat. Parce qu'il y a des bons élèves qui, sur les nouvelles générations, deviennent de mauvais élèves, et l'inverse aussi. Donc, ça évolue dans le temps, ça dépend des plateformes. Vous comprenez quelque chose à tout ça? Pourquoi des bons élèves peuvent devenir des mauvais élèves? Ils ont envie de cacher les réparations ou les choix leur appartiennent, mais c'est vrai que stratégiquement, en termes de réparation, des fois, compliqué. Ça peut rendre les choses beaucoup plus délicates. Ouais, d'accord. Donc, les méthodologies ne sont pas toujours disponibles. Donc, c'est quelque part votre boulot, à vous, Revolti Garage, de les créer? Alors, pour certains packs, oui, complètement. De A à Z, on va aller ouvrir le pack et dedans analyser, trouver qu'est-ce qui est défectueux. Quand il n'y a pas de méthodologie, chez nous, on a l'habitude, on pratique beaucoup, donc pas de problème pour la créer. Par contre, pour trouver les pièces, des fois, c'est un peu plus délicat. Donc là, on se repose sur différents partenaires, dont GPA, notamment pour les modules ou la partie électronique. Et c'est là, je dirais, le point le plus complexe, trouver des pièces pour réparer. Voilà, okay. On en vient aux pièces. Alors, effectivement, donc, chez GPA, c'est ce que vous êtes en train de constituer progressivement des gammes de pièces. C'est ça, oui. Ouais. En fait, on a vraiment un blocage pour l'instant qui est on en parle depuis tout à l'heure, qui est le diagnostic. Et pour l'instant, on n'est pas à l'aise avec le fait de commercialiser à grande échelle des pièces de batterie ou même des batteries sans un diagnostic fiable et systématique. D'accord. C'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. D'accord. C'est pour ça que pour l'instant, les gens avec qui on travaille sont des garages spécialisés type Revolt, qui savent ce qu'ils font et qui seront capables en fait de détecter un problème sinon on l'a raté. On comprend bien qu'on est très en amont, très en avance de phase. On s'interroge sur qu'est-ce que va être ce marché du véhicule électrique à l'avenir, en fait. Mais les véhicules hybrides, toutes les gammes Toyota, etc., Jérémy Noireau, on intervient quand même dessus aujourd'hui. Il y a du recul. Oui, on intervient très régulièrement. Alors, pour les Toyota, les premières générations... en France, de l'hybride... rechargeable ou non, oui, ça dépend. Rechargeable ou non. Ouais. Alors, les anciens, c'était une technologie de batterie qui est maintenant dépassée, le NiMH. Donc là, on en voit pas mal. Mais NiMH. Nickel-cadmium. Enfin, pas nickel-cadmium, nickel. Alors, comme par exemple les anciennes Renault? Non, plutôt les Toyota Prius. Ou alors PSA hybride, mais la génération des 508 ou des S5 hybrides, les premières. Ah, c'était des piles, quoi. Alors, dans un pack, c'est des cylindriques, c'est ça. Oui, ça ressemble à des grosses piles LR20 en termes de forme. Pour moi, il y a deux grandes technologies. C'est lithium fer phosphate, LFP. Donc, beaucoup de générations de voitures sont équipées aujourd'hui, ou vont être équipées parce que c'est moins cher. Et il y a nickel, manganèse, cobalt, NMC. NMC, oui, il y a le NCA aussi, mais bon, on dirait une chimie haut de gamme, NMC. C'est pour ça que les batteries coûtent très cher. En fait. Oui, ça dépend les usages. Si on veut de la recharge rapide, si on veut avoir une grosse autonomie, si on veut un pack plutôt petit. Parce que c'est vrai qu'un pack de véhicules hybrides, il a une capacité en général qui est assez réduite. Par contre, une sollicitation qui est très élevée par rapport à sa capacité. Donc, c'est pas le même type de chimie qui sont utilisées. Mais ça reste de toute façon dans la grande famille des batteries lithium. D'accord. Ok. Il y a des différences d'intervention sur ces types de chimie
Non, c'est la même chose. Non, si on prend les chimies lithium, NCA ou enfin les ions classiques, la méthodologie d'intervention sera toujours identique. Et pour nous, que ce soit un module qui vienne d'un constructeur ou d'un autre, en fait, c'est les mêmes précautions à prendre, de la même façon pour intervenir. Ce sera les mêmes technologies pour faire l'équilibrage. C'est très proche. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à un réparateur ou à un marchand VO aujourd'hui, Régis Baudin par exemple, en termes de formation pour commencer à intervenir? Il faut simplement s'habiliter, mais il faut aussi se former, j'imagine. Alors voilà, si vous voulez intervenir dans un pack de batterie, il faut se former. Donc la base, donc c'est ce qu'on expliquait, c'est une formation B2TL, travaux sous tension. Donc c'est très réglementaire. Et une fois qu'on a appris cette compétence, donc on connaît les gestes, on connaît la sécurité autour du travail justement sous tension à l'intérieur du pack, il est conseillé de se former justement sur comment je diagnostique et comment j'interviens à l'intérieur. Ça a été évoqué au cours de cette conférence. L'habilitation, voilà, je me protège, mais ensuite, après, comment je fais le travail à l'intérieur, ça, c'est une deuxième étape. Et aujourd'hui, voilà, nous avons chez Conseil des formations autour de ça, pour diagnostiquer et ensuite démonter la batterie sur le véhicule. Et ensuite, une fois qu'elle est posée sur un établi, on l'ouvre et on va, avec les stagiaires, démonter, contrôler et réassembler pour justement les faire travailler dans les règles de l'art, quoi. Ça a été évoqué qu'effectivement, il y a des barbus à l'intérieur des packs de batterie, il y a des BMS. Donc toutes ces pièces électriques-là ne se démontent pas simplement comme ça. Il y a des vis, des boulons, ça se serre, il y a des coupes de serrage, il y a des précautions à prendre. Parce que avec ces très hautes tensions et ces grosses intensités, ça peut très très vite en fait générer des dysfonctionnements, des points de chaud qui peuvent créer, pourquoi pas à l'avenir, un emballement thermique. Ouais. Donc d'où la formation justement pour bien cibler le travail à faire sur ce type d'intervention. Donc ça reste des formations encore, j'imagine, peu demandées par le monde de la réparation. Oui, voilà, on est vraiment au début, hein, on le voit à travers le recyclage de ces batteries et donc derrière les interventions pour faire sur ces véhicules-là. Aujourd'hui, on a des gammes de voitures qui ont les premières voitures pure électriques sont pour la Zoé, voilà, ça a une bonne dizaine d'années. 2010, donc on retrouve 15 ans quand même. Hein. Ouais. Mine de rien. Ces voitures-là sont techniquement intéressantes à réparer, en tout cas, elles sont fiables, elles sont en gros volume, elles sont plutôt relativement simples. Elles ont même des moteurs avec des charbons, je crois. On change les charbons sur ces... Oui, alors il y a des interventions après-vente sur les moteurs électriques que l'on peut réaliser, tout à fait. Ça fait partie du plan de d'entretien du constructeur, donc d'alimenter le rotor. Ils n'utilisent pas de matière rare, donc ils ont des rotors alimentés électriquement. Ouais. C'est ça. Tout à fait. On va terminer avec vous, Benoît Bollinet. Il y a aussi les équipements d'atelier pour intervenir sur des véhicules électriques. Vous avez quelque chose chez Maha ou pas? Non. Vous me regardez avec des yeux. Non, c'est pas. Il n'y a pas. Je vous regarde parce que vous êtes beau, mais non, on n'a pas aujourd'hui gentil. d'autres équipements spécifiques pour intervenir sur les véhicules. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous présentez en tant qu'innovation chez Maha? Donc c'est le Battery Watch, le Battery Check. Oui. Ça, oui, effectivement. Oui. On présente également le robot Maya, en fait, qui est un robot d'inspection autonome. Voilà, que je vous invite à venir voir sur le stand, et qui a obtenu le Grand Prix de l'innovation dans sa catégorie. Mais oui, c'est vrai, disons-le. Et on présente en termes d'innovation également le MAST. C'est un autre sujet que vous aurez demain ou après-demain à propos des ADAS. Donc là, on sort complètement du sujet, mais les ADAS, c'est un vrai sujet aussi d'avenir. Et le MAST, en fait, est le seul outil aujourd'hui qui permet pas de calibrer, mais de contrôler le bon fonctionnement des ADAS sur un véhicule. Ouais. Voilà. Autre sujet effectivement extrêmement important qu'on traitera vendredi en fin d'après-midi. Il faut rester jusqu'au bout, effectivement, pour entendre ça. Je vais rajouter une information. Pour les véhicules électriques, on a évidemment toute la gamme levage avec des supports spécifiques pour prendre les véhicules électriques. C'est ce que j'attendais. Merci. Merci de l'avoir précisé. Parce que pour un véhicule électrique, la prise sous le châssis est particulière. Oui, la prise est vraiment particulière et nos amis constructeurs, quelquefois dans une même marque, d'un modèle à l'autre, ont des supports qui sont différents. Donc c'est vraiment un sujet qui est assez complexe et qui est important parce que si on prend mal le véhicule au moment où on va désassembler la batterie du véhicule, on risque d'avoir de drôles de surprises. Voilà, donc il y a des après, solutions. On se retrouve à devoir prendre en garantie une batterie à 19 000 €. Donc c'est très moyen, effectivement. Merci messieurs de vos précisions techniques et de tout ce qu'on a pu apprendre. Et on en reparlera souvent sur Équipe Auto, ça c'est sûr, les prochaines éditions. On peut applaudir nos intervenants. Merci à eux. Merci à vous d'être venus entendre ce que l'on avait à vous dire sur l'état de santé d'une batterie de traction. Et vous voyez que dans 20 ans, on sera encore en train
de détailler ce sujet, c'est certain. Excellente première journée d'Équipe Auto. Faites du business, renseignez-vous et formez-vous. Et puis, je vous souhaite un excellent salon.